Vous avez parfaitement compris, hein. Bienvenue donc à notre émission Cheikh Roger sur Afrique 2050 Radio. Nous allons d'ici quelques petites secondes avoir en exclusivité, voilà, l'honorable Yasmina Ounien, hein. Ça fait pratiquement 3 ans, 4 ans, voilà, que j'ai souhaité qu'elle soit mon invitée. Ça n'a pas été possible, mais aujourd'hui, hein, voilà, elle est notre invitée, elle répondra donc à nos questions. Voilà. J'espère que vous êtes bien calés dans vos fauteuils, hein, et nous commençons dans quelques secondes. Disons, nous commençons maintenant. La Côte d'Ivoire continue donc de s'affirmer sur la scène internationale à travers la participation active donc de ses représentants aux grands rendez-vous mondiaux. À l'occasion donc des journées d'action du sommet des futurs, organisé en marge de la 79e Assemblée des Nations Unies à New York, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est représentée aujourd'hui par Madame l'honorable Yasmina Ounien. Elle a fait donc entendre sa voix sur des questions cruciales pour l'avenir de la planète aux côtés de ses homologues parlementaires et de nombreux leaders internationaux. Elle a abordé donc des thèmes stratégiques tels que le développement durable, la paix et la sécurité mondiale, témoigne ainsi de l'engagement du pays à contribuer aux solutions, j'allais dire globales, face aux défis du XXIe siècle. Aujourd'hui, l'honorable Yasmina Ounien est notre invité. Bonjour honorable, comment allez-vous? Bonjour Jacques Roger et bonjour à tous les auditeurs. Et puis je crois que ceci, on est en direct tout à l'heure, il y aura le streaming, donc bonjour également à tous les spectateurs. Voilà, merci beaucoup Alors vous honorable. avez été gentil tout à l'heure Jacques Roger parce que vous avez dit que ça fait 2, 3 ans que vous cherchez à m'avoir en interview, mais de mémoire, la toute première fois où vous m'avez appelé, nous étions en décembre 2011. Je venais à peine d'être élue et vous m'appeliez à l'époque pour effectivement m'interviewer dans le cadre de Radio PDCI, ce qui n'a pas pu se faire malheureusement non plus à cette époque. Donc cela fait presque 15 ans. Vous êtes très patient. Bien sûr, bien sûr. Bon d'accord, voilà. Bien sûr, excellence, merci, ok. Merci alors. Qu'est-ce que ça fait donc d'être à New York? Le plus souvent quand j'ai interviewé monsieur Tibus Kofi, hein, il me dit, mais quand j'arrive aux États-Unis, c'est la civilisation. L'air est pur. Est-ce que vous avez eu ce même constat une fois aux États-Unis, hein? Les États-Unis. Pour mon travail parlementaire, depuis donc, je suis à mon troisième mandat, j'ai eu à visiter de manière officielle et professionnelle plusieurs villes des États-Unis. Donc, je suppose, par exemple, que à Helena, dans le Montana, où donc je suis allée en 2013 pour une mission officielle organisée par le State Department, l'air est quand même un peu moins pollué qu'à New York. Mhm, mhm, Mais mhm. c'est toujours très agréable de venir, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Nord, pour rencontrer des homologues ou pour échanger également avec la diaspora, parce que je ne manque pas à chacun de mes voyages de rencontrer les Ivoiriens. Est-ce que ça a été le cas cette fois-ci? Oui, bien sûr. Cette fois-ci, j'ai eu la possibilité, alors c'est un hasard du calendrier, mais j'ai eu la possibilité de rencontrer les militants PDCI-RDA de New York, c'est-à-dire la délégation de New York, New Jersey et Massachusetts, ainsi que Philadelphia. Voilà, ça tombe très bien. On parlera tellement de votre parti d'ici quelques petites minutes. Votre participation donc à l'Assemblée générale de l'ONU, hein, on parlera un peu de ça. Qu'est-ce que cela, j'allais dire, représente pour vous en tant que député du PDCI-EDA de participer à cet événement de portée mondiale à New York? Il faut être très précis. En fait, il y a une délégation officielle de haut niveau avec le vice-président Koné Mélié qui représente l'État de Côte d'Ivoire. Il y a le président du Conseil économique et social qui était là également. Il y a des ministres qui sont là, parmi lesquels, bien évidemment, le ministre Adom, ministre des Affaires étrangères. Ce qu'il y a eu en ce qui concerne l'Assemblée nationale, c'est une invitation officielle à participer à un side event. En effet, chaque fois qu'il y a des assemblées générales au niveau de l'ONU, il y a donc ce qu'on appelle des side events, c'est-à-dire des événements parallèles qui se Oui. font parfois avec les mêmes acteurs et qui abordent également des thématiques. Donc là, comme par exemple le climat, comme la sécurité, comme vous l'avez dit vous-même, le développement, etc. Et donc là, c'est le Parlement européen qui a invité le Parlement ivoirien à une rencontre multilatérale. Donc, ce n'était pas réellement prendre part à l'Assemblée générale, la 79e de l'ONU, mais c'était prendre part de manière officielle à un side event.
Mhm, Et mhm, d'ailleurs, nous étions trois députés. mhm, Le chef de délégation, c'est le vice-président de l'Assemblée nationale, le député Sidiki Konaté. Il y avait également le président de la CAGI, Abdoulaye Ben Melite. Alors, la CAGI, c'est la Commission des affaires générales et institutionnelles, parce que parfois j'utilise des sigles en oubliant que tous les Ivoiriens ne sont pas familiarisés. Et ces deux députés, mes collègues, sont effectivement du groupe parlementaire RHDP. Et moi, je suis à la Commission des relations extérieures, membre du groupe parlementaire PDCI-RDA. Et donc, c'est nous trois qui représentions l'Assemblée nationale à cette rencontre, à ces ateliers que nous avons eus avec le Parlement européen. mhm. De façon générale, quels sujets internationaux vous tiennent particulièrement à cœur? Alors, je vais vous le dire, peut-être que c'est un peu, on va dire, égoïste ou bien égocentré de ma part, mais les premiers sujets qui me tiennent à cœur, ce sont d'abord des sujets locaux et nationaux. Mhm, Ensuite, bien évidemment, on pourra s'occuper de la sous-région et puis de l'international. Mais il est très important d'abord de se battre pour que, sur un point de vue national, localement, nous ayons de l'amélioration dans le bien-être de nos populations au quotidien. Et ce sont ces sujets-là qui me préoccupent. Maintenant, il s'avère que la plupart des pays en voie de développement ont des common ground à ces niveaux-là. C'est-à-dire que nous avons tous plus ou moins des problèmes au niveau de l'éducation, au niveau des plateaux sanitaires, au niveau des infrastructures, au niveau même de la sécurité de nos frontières, etc. Donc, sur beaucoup de problématiques, de thématiques, nous pouvons nous retrouver effectivement avoir une vision globale, holistique. Mais ce qui m'importe moi d'abord, et c'est pour ça que je me suis engagée, c'est la Côte d'Ivoire. mhm. Alors, puisque vous parlez donc de la Côte d'Ivoire, parlons de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Selon vous, quel est donc le rôle de la Côte d'Ivoire? Bien, la Côte d'Ivoire doit-elle jouer à l'échelle internationale, notamment donc dans la promotion de la paix et du développement en Afrique? Alors le rôle, il nous a été indiqué, je dirais pas imposé, je dirais indiqué par le père fondateur. C'est le président Félix Houphouët-Boigny qui a fait de la Côte d'Ivoire en son temps un hub où se rencontraient euh, tous les protagonistes des différentes crises. Pour mémoire, peut-être que des auditeurs très jeunes nous écoutent, donc ils ne le savent peut-être pas, mais dans les conflits israélo-palestiniens, israélo-arabes de l'époque, le président Houphouët-Boigny nous a montré la marche à suivre également au moment de l'apartheid. Il a expliqué que c'est seulement par le dialogue qu'on pourrait apporter notre contribution positive au rapprochement des différentes parties et des différents protagonistes. Et donc, il nous a incités régulièrement, et c'est pour ça que d'ailleurs un prix lui est dédié au niveau de l'UNESCO, le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Il nous a incités régulièrement à être des artisans de paix et à toujours favoriser le dialogue. Donc, cette démarche peut-être a été légèrement mise en berne au moment où la Côte d'Ivoire elle-même connaissait des soubresauts qui nous ont obligés à aller dialoguer à Accra, à aller dialoguer à Lomé, à aller dialoguer à Marcoussis, à Pretoria, etc. Mais maintenant, et tant mieux, la Côte d'Ivoire est apaisée et donc c'est un peu plus simple de reprendre notre rôle et notre bâton de pèlerin pour être bien évidemment le centre du dialogue et de la paix. Alors, je signale, vous êtes très nombreux déjà à nous suivre, mais vous avez déjà les mains levées, mais vous n'allez pas avoir la possibilité de poser des questions à l'honorable, ça sera une autre fois, puisque nous sommes tellement pris par le temps. Voilà. Alors, merci beaucoup, honorable. Quels donc ont été, si vous voulez, les principaux enjeux abordés lors donc, des sommets d'action, voilà, des journées, j'allais dire, d'action, du sommet du futur, et en quoi ces discussions peuvent-elles influencer la politique nationale, notamment en Côte d'Ivoire? Bon, alors, il y a divers enjeux qui ont fait l'objet de discussions. On a eu plusieurs jours d'ateliers. Et alors, je sais pas, mais New York est très bruyant. Je sais pas si vous entendez les sirènes. On a tout le temps des camions de pompiers ou des sirènes de police qu'on entend. J'espère que ça ne gêne pas le son. Alors, mes deux collègues, donc, comme je le disais, l'honorable Sidiki Konaté et l'honorable Abdoulaye Ben Meïté, eux, ils ont adressé tout particulièrement les questions liées au financement des ODD et du multilatéralisme. Maintenant, pour ma part, moi, je me suis plutôt attelée à examiner le rôle des parlementaires dans la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. La mission a été fructueuse. Enfin, en tout cas, nous en sommes satisfaits parce que nous avons pu échanger avec des députés européens, avec des acteurs de la société civile, avec des hauts responsables des Nations Unies.
Et donc, le retour d'expérience que nous pourrons ramener en fait au pays, ces expériences-là, leur mutualisation, nous permettra de faire des propositions pertinentes donc, sur toutes les thématiques qui ont été abordées. Et puis surtout, cela nous permettra de travailler à la conformité de notre législation locale, la législation ivoirienne et les politiques publiques ivoiriennes avec nos différents engagements internationaux. Donc, la Côte d'Ivoire a quand même été l'un des tout premiers pays africains à prendre un plan d'action national concernant l'agenda femmes, paix et sécurité, par exemple, déjà dès 2008. Et ensuite, ce plan-là a été renouvelé ensuite euh, dernièrement, en 2013. Il nous faut un nouveau plan maintenant et on va voir un peu comment est-ce qu'on peut, nous, en tant que parlementaires, après ces ateliers, après ces journées d'action, comment est-ce qu'on peut impacter positivement pour que notre pays soit vraiment aux normes internationales. Vous pensez réellement que ces journées sont vraiment utiles? Certaines personnes pensent que ces journées sont budgétivores, que réellement les résolutions ne sont pas du tout appliquées, ce que ça n'apporte pratiquement rien à l'Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? La diplomatie parlementaire ou la coopération interparlementaire, bien évidemment que ce sont des points essentiels. D'abord parce qu'on ne vit pas en vase clos, donc forcément, il faut qu'on puisse être en contact avec l'extérieur, mais également parce qu'en fait, il faut s'enrichir des expériences des uns et des autres. Il faut également qu'on puisse renforcer les capacités, par exemple, des parlementaires de différents pays. Lorsqu'une loi est prise au Maroc et qu'on se rend compte que cette loi a un impact positif pour les populations, si nous sommes en Côte d'Ivoire et que nous ne sommes pas informés parce qu'on ne rencontre pas nos homologues marocains, par exemple, ou nos homologues allemands, pour parler de ces deux pays en particulier, euh, comment est-ce que nous pourrons apporter un plus à nos populations? Il faut forcément évoluer et l'évolution se fait également par le contact avec d'autres civilisations, avec d'autres législations dans le cas d'espèce. Donc, Ensuite, au retour, nous allons bien évidemment, pour la Commission des affaires générales, comme pour la Commission des relations extérieures et comme pour la Commission défense et sécurité, que le vice-président Sidiki Konaté a présidé pendant longtemps, nous allons ensuite, bien évidemment, constituer des groupes de travail. On va également évaluer les politiques publiques actuelles dans notre pays. Et puis, à partir de ce moment-là, nous pourrons faire des ajustements. vous pensez que ces sommets sont utiles? Ces sommets sont Alors, utiles. alors honnêtement, je crois que s'ils étaient inutiles, ça fait longtemps qu'on les aurait arrêtés. Or, il y en a même, je veux dire, même des ONG, on voit bien qu'il y a des fêtières qui se réunissent parfois sur des problématiques. Regardez, ne serait-ce que la COP. S'il n'y avait pas un impact positif sur le climat, s'il n'y avait pas une prise de conscience qui se faisait à la fin de chaque COP, on aurait arrêté plus longtemps de faire des COP. Alors, me signale que on ne peut pas vous avoir, honorable, et ne pas du tout parler de la politique en Côte d'Ivoire, et surtout votre parti, le PDCI, ADA. Ah si, on peut parler d'autres choses, on peut parler de culture, on peut parler d'art, on peut parler de plein d'autres choses. Vous savez, bien sûr, mais la politique en Côte d'Ivoire nous passionne, nous intéresse beaucoup plus, surtout quand nous sommes à l'étranger. Bon, ben alors, on parlera de politique alors. Voilà, ok, merci beaucoup. Alors, donc parlons donc de votre parti, hein. On parle de plus en plus ces derniers temps de redynamisation du PDCI ADA. Vous aviez donc participé à une journée de la jeunesse où des milliers de nouveaux adhérents rejoignent, j'allais dire, le PDCI ADA. Comment voyez-vous, si vous voulez, cette vague d'adhésion et le rôle de la jeunesse dans la redynamisation de votre parti, le PDCI ADA? Donc, Jacques Roger, pour être un peu plus précise, lorsque nous avons eu les assises de la jeunesse, les 6, 7 et 8 septembre dernier, ce n'étaient pas les nouveaux adhérents. Donc, je voudrais faire cette petite précision. C'est vrai qu'il y a actuellement une vague d'adhésion, une belle vague d'ailleurs, d'adhésion. Je crois que les derniers chiffres ont parlé de 23 000 nouveaux adhérents. Bien sûr. Et je me réjouis tout à fait de ce que le PDCI suscite un tel engouement. Mais ces adhésions, elles sont plutôt liées aux caravanes d'enrôlement et d'adhésion qui sont faites un peu partout dans le pays, pardon. Et également, elles sont liées au travail sur le terrain que tout le personnel politique, les militants cadres, les membres du Grand Conseil, les militants qui sont des présidents de comités de base ou des secrétaires de section, les délégués, etc., les hauts représentants, tout ce travail-là suscite cette vague d'adhésion.
mais ça n'avait rien à voir avec nos assises. Aujourd'hui, et tant mieux, nous avons fait mentir les oiseaux de mauvais augure. Lorsque le président Henri Konan Bédié a été rappelé à Dieu, certaines personnes ont anticipé qu'au sein du PDCI-RDA, il y aurait des défections, qu'il y aurait même, pourquoi pas, au niveau de la population, une sorte de désaffection. On a parlé de Est-ce votre que vous départ. m'entendez? D'accord. Alors, vous avez parlé de défection, on a parlé de vous, notamment de vous, hein, à un moment donné. Défection au Oui, PDCI-RDA me concernant, bien ça sûr. m'étonnerait. Je pars du principe même que je suis dépositaire du titre foncier du PDCI-RDA. Bien sûr, bien Je sûr, bien sûr. m'auto-proclame, voilà, je m'auto-proclame dépositaire. Non, alors Euh, honnêtement, on a fait mentir les oiseaux de mauvais augure. Et je pense que tout cela est lié en fait à un fort enthousiasme. Les militants et même nos sympathisants donc, qui nous rejoignent en masse, ils sont très enthousiastes à l'idée de reconquérir le pouvoir d'État. Maintenant, en ce qui concerne nos assises, donc les assises de la jeunesse, alors je me considère encore comme une jeune, hein, c'est pour ça que je parle de nos assises. Donc, en ce qui concerne les assises de la jeunesse, c'est parce qu'au sein du PDCIRDA direction, le secrétariat exécutif, euh, nous avons tous conscience, nous avons tous conscience que la jeunesse, en fait, joue un rôle primordial. Et donc, il était très, très important que nos jeunesses officielles, c'est-à-dire le personnel politique de la jeunesse, que ce soit rural, urbain ou estudiantin, que ce personnel politique-là soit bien formé et soit même, allez, je me permets l'expression, armé pour nos futures batailles. Armé pour... Vous avez parlé de jeunesse, c'est bien qu'au PDCI, à 60 ans, vous êtes encore jeune, c'est bien ça. Bon, moi, j'ai 45 ans, donc je ne sais pas ce que je suis pour l'instant. Ouais, d'accord, alors, parlons donc de la résolution du dernier congrès extraordinaire du PDCI-RDA qui a eu lieu donc en décembre dernier. Lors de ce dernier congrès, des résolutions importantes ont été donc prises. Quelles sont, selon vous, Mhm. les plus importantes pour l'avenir du parti, notamment en vue donc des prochaines élections? Alors, on a eu un congrès électif. Alors, bon, tout le monde se souvient, et donc je ne me rappellerai pas que sa première édition a été avortée, mais bien évidemment, il a pu se tenir ensuite le 22 décembre. Et donc, c'était un congrès extraordinaire et ce congrès a été bien évidemment sanctionné par des résolutions. Mais il faut retenir que la plupart de nos réunions politiques, la réunion par exemple du bureau politique ou les réunions des congrès ordinaires, ont également des résolutions qui les sanctionnent en termes de conclusion. Et toutes ces résolutions, ben, elles ont leur importance. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre, ou bien il n'y en a pas une qu'on doit jeter aux orties et conserver une autre. Parce que toutes ces résolutions-là, elles servent en fait dans l'articulation de nos différentes structures, de nos différents organes, mais elles servent également dans l'animation de la vie de notre parti. Donc nous avons des échéances électorales qui sont proches et pour y arriver à, on va dire, une conclusion positive lors de ces échéances-là, il n'y a pas qu'une seule action à mener qui serait guidée par une seule résolution. Non, il nous faut plutôt coordonner toutes ces actions. Enfin, il nous faut bien coordonner parce qu'on pourrait coordonner et puis malheureusement mal le faire. Mais il nous faut coordonner toutes ces actions-là pour légitimement prétendre que nous aurons la victoire en 2025. Et parmi ces résolutions, euh, vous avez souhaité, dans cette résolution, disons, vous avez déjà choisi votre candidat à l'élection présidentielle en 2025 à l'unanimité, n'est-ce pas? Alors, moi, pour ma part, bien que membre du bureau politique depuis 2013, oui, j'ai les 10 ans, donc pour ma part, j'étais pas à ce congrès puisque j'étais sous le joug, sous une sanction. Je plaisante en utilisant le mot joug, mais en tout cas, j'avais été sanctionnée et avec de nombreux militants en ce qui concerne notre position lors des élections municipales, régionales ou sénatoriales qui avaient eu lieu quelques mois plus tôt. Donc, j'ai pas pu assister, alors que membre statutaire, congressiste, j'ai pas pu assister à ce congrès électif historique. Et je sais qu'effectivement, bien évidemment, euh, il a, il y a eu une résolution qui, alors je ne pourrais pas la citer stricto sensu, hein, de manière littérale, mais elle disait que le candidat à la candidature du PDCI-RDA était donc le président élu, le président Tidiane Thiam. Et je crois que entre-temps, et même dernièrement, il y a quelques jours encore, le porte-parole du parti a quand même rappelé qu'au niveau de la désignation du candidat, il y avait une procédure en la matière et que celle
Mhm, mhm. Alors, pour les profanes, c'est la question que je vais vous poser pour éduquer ceux qui nous suivent, et surtout les militants qui n'ont pas eu le temps, certainement, de parcourir les statuts et règlements intérieurs de votre parti politique. C'est une erreur. Il faut que tous les militants se familiarisent avec les statuts et les règlements. Mais allez-y. Qu'est-ce qu'un congrès et est-ce que les décisions du congrès sont exécutoires et irrévocables? Alors, bon, je ne suis pas juriste, mais effectivement, moi, j'aime bien lire, donc j'ai lu les statuts et le règlement de notre parti. Alors, il y a deux types de congrès déjà, c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a le congrès ordinaire qui doit avoir lieu tous les 5 ans, et donc on a beaucoup de retard en ce qui concerne ces congrès ordinaires-là. De mémoire, on en a fait un en 2002 et ensuite un en 2013, donc on n'a pas vraiment respecté les mandats. Et ensuite, depuis 2013, ben, on n'a pas fait le congrès qui devait venir ensuite en 2018 et on n'a pas fait le congrès qui devait suivre en 2023. Donc, on a également du retard dans ces congrès ordinaires qui sont statutaires, c'est-à-dire qui sont demandés par les statuts et les règlements du parti. Et ensuite, il vient le congrès extraordinaire. Alors, le congrès extraordinaire, on peut l'organiser à différents moments dans la vie du parti. Il n'a pas un délai comme les 5 ans du congrès ordinaire, mais ce congrès extraordinaire-là vient répondre à une problématique spécifique et n'a qu'un seul point à l'ordre du jour. Donc, par exemple, le dernier congrès extraordinaire, qui était un congrès électif, son unique point à l'ordre du jour, c'était l'élection du président. Donc, une fois que le président est élu, l'ordre du jour donc est épuisé et ce congrès est refermé. Alors que le congrès ordinaire, parfois, peut être éclaté, donc dans plusieurs délégations, mais surtout, il peut durer sur plusieurs jours avec plusieurs points à l'ordre du jour. On peut, par exemple, reparler je vais donner le cas du congrès de 2013. On a, au cours de ce congrès auquel j'ai assisté, en 2013, par exemple, décidé qu'il n'y a plus de secrétaire général. Donc, le secrétariat général, le poste qu'occupait le doyen Alphonse Gigi Madi, a été remplacé par un secrétariat exécutif. Et donc, le secrétaire exécutif, à la suite de ce congrès-là, était donc le ministre Guy Cahuet. Donc, en fait, le congrès ordinaire peut refondre, travailler en profondeur et s'appesantir sur différents points structurels, organiques, alors que le congrès extraordinaire, lui, ne gère qu'une question précise, comme par exemple la question faut-il, oui ou non, quitter le RHDP. Ça avait été le congrès de 2018. Ok, d'accord. Alors, parlons maintenant donc de la convention, bientôt, hein, la convention. Faut-il parler d'une convention élective ou d'investiture, à votre avis? Certains évoquent donc la possibilité d'une convention élective, d'autres parlent d'une convention d'investiture. Le porte-parole, je crois que c'est le porte-parole du PDCI-EDA, a dit que bientôt vous allez aller donc à une convention élective, étant donné que il y a certaines personnes, dont M. Jean Lubion manifeste déjà le désir hein, donc d'être le candidat donc, du PDCI-EDA. Mais certains de vos militants pensent qu'au vu de ce que vous aviez vu en 2023 et que les choses ont été beaucoup plus compliquées, c'était beaucoup plus intéressant donc d'aller avec le candidat que la convention, que le candidat que le Congrès extraordinaire avait proposé. Quel est réellement votre point de vue par rapport à ça? Alors, honnêtement, Jacques Roger, moi, je voudrais dire que mon point de vue, il importe peu. D'ailleurs, vous-même, Jacques Roger, votre point de vue à vous importe peu. Et tous les points de vue pris de façon personnelle et individuelle importent peu. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que disent les textes. Alors, il faut se conformer, hein. Moi, personnellement, je suis à l'Assemblée nationale depuis 2011 et régulièrement, je dénonce les abus ou les violations, par exemple, que le pouvoir en place pourrait faire. Les textes, nous avons tous dit non au troisième mandat, considérant que c'était une violation de la Constitution. Donc, il faut se conformer dans toutes nos initiatives et en toutes choses aux principes et aux normes qui sont arrêtés par les textes. Et pour moi, c'est une exigence. Vraiment, c'est une exigence. Alors, si, d'aventure, nous vous organisons, par exemple, un bureau politique et ensuite un congrès ordinaire et que les textes sont modifiés, alors oui, il n'y aura pas de souci. Si les textes disent que maintenant c'est une convention d'investiture, ou bien si les textes disent que le président du parti est l'unique et automatiquement le candidat est uniquement le candidat et qu'il n'y a pas droit d'autres candidatures, etc., pourquoi pas? Ce seront donc des textes que nous allons adopter et ces textes-là s'appliqueront. Mais pour l'instant, les textes tels qu'ils sont aujourd'hui, et ce sont les mêmes textes qui sont
en... Oh, je perds mon latin. Ce sont les mêmes textes qui sont utilisés depuis 2013. Et donc, tels qu'ils sont aujourd'hui, on parle bien, et vous l'avez rappelé, le porte-parole l'a rappelé, et moi-même je le rappelle, on parle bien du fait qu'il y a une convention et que cette convention elle est une convention élective, que c'est dans cette convention-là qui sera transparente, je l'espère, qui sera inclusive, je l'espère. Et c'est au cours de cette convention que nous allons pouvoir désigner démocratiquement notre prochain candidat. Mhm. Donc, si je comprends. Moi, je suis toujours pour le respect des textes. Ou Mhm. alors pour qu'on change les textes en respectant les normes qui nous permettent de changer les textes. Et ensuite, on s'applique les textes, les nouveaux textes. Et le candidat naturel veut dire quoi exactement? Alors, j'ai jamais utilisé cette expression, le candidat naturel. Je sais qu'elle a été régulièrement et très souvent utilisée à l'époque du président Henri Konan Bédié, mais personnellement, je me suis jamais approprié cette expression-là, donc je ne sais pas. Mhm. Est-ce que vous comptez vous présenter à la candidature? Alors, les textes me le permettent, puisque je remplis toutes les obligations qui sont Allez, passées. Oui, bien évidemment. Pour être candidat à la présidentielle, il y a des normes, il y a des textes, il y a plusieurs critères. Je parle de la présidentielle. Donc, notre candidat, mhm. euh, si notre parti entend avoir un candidat à la présidentielle, il doit également remplir ces conditions et ces critères qui sont définis par la loi pour tout citoyen ivoirien. Et donc, les critères choisis par le PDCI, les critères que nous trouvons actuellement dans les textes du PDCI, sont calqués sur ceux de la Constitution et des normes électorales en vigueur dans le pays. Et hormis, je crois, peut-être une clause qui a été rajoutée, si j'ai bonne mémoire, en juin 2020, lors d'un bureau politique, qui était donc la clause d'avoir 10 ans de bureau politique pour faire acte de candidature. Mhm. Est-ce que vous serez candidate? Voulez-vous que je le sois? Oui, bien sûr. Ah, vous êtes très gentil. Ben alors, moi, j'aurai votre voix. C'est gentil. Merci beaucoup. Donc, vous n'avez pas répondu à la question. Je crois que vous allez être le président de mon fan club, hein, finalement. Très patient et surtout très motivant. Pas la question C'est honorable. agréable. Candidate. En exclusivité, sans langue de bois honorable. Alors peut-être qu'on va demander à tous les militants de faire une pétition. Et puis si la pétition atteint des sommets, alors il y a 30 millions d'habitants et il y a à peine malheureusement 7 millions d'électeurs, mais si on a 45 millions de personnes qui sont pour, alors pourquoi pas? Vous savez, trop de viande dans une sauce n'a jamais changé de goût. Vous, candidate, M. Jean-Luc Billon, candidat, M. Tidiane Thiam, candidat, ça sera une très bonne chose pour la démocratie, n'est-ce Et pas? Jacques Roger, candidat également. En tout cas, il faut que tout le monde comprenne que toutes les ambitions sont légitimes Oui. et que de toute façon, c'est pas la première fois. En l'an 2000, on avait eu une pluralité de candidatures à la Convention. Il y avait le doyen à l'époque, donc le doyen, paix à son âme, Wassem Nankone. Il y avait également l'amiral Lamine Fadika. Il y avait, si j'ai bonne mémoire, le président Henri Konan Bédié lui-même. Il y avait Émile Constant Bambé, le doyen aujourd'hui. Et donc, toutes ces personnes-là, c'était même Hassana Sangaré, je crois, que une femme était candidate. Et donc, toutes ces personnes-là s'étaient présentées en l'an 2000 à la Convention, en interne, donc, conformément au texte de l'époque. Et puis, c'est le ministre donc, de l'époque, aujourd'hui doyen des vice-présidents, enfin, pardon, coordonnateur des vice-présidents, Émile Constant Bambé, qui avait remporté cette convention. Donc, c'est pas la première fois qu'il y aura une convention au PDCI-RDA. Il y a même eu des conventions d'un point de vue local ou régional. Par exemple, à Cocody, il y a eu une convention en 1995 où il y avait deux candidats, Mme Rachel Pion et Dr Haïzi. Donc, c'est bien qu'il y ait des conventions, c'est bien qu'il y ait de la démocratie, c'est bien qu'il y ait des primaires. Donc, vous n'écartez pas la possibilité de vous présenter. Si j'ai mes 45 000 signatures, oui, bien sûr. 45 millions, pardon. Non, 1000, c'est facile à avoir. Millions. 45 millions, puisque la population ne fait même pas 45 millions honorable. Ah, mais de toute façon, il faut bien avoir des soutiens extérieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, d'accord, voilà. D'accord, je vous comprends. D'accord, merci, honorable. Je vous en Alors, prie. revenons donc à un autre point qui, ces derniers temps, fait couler beaucoup d'encre de salive, la déclaration de votre président, M. Tidiane Thiam, sur l'affaire des serpents. M. Tidiane Thiam a récemment déclaré qu'il ne met pas donc les serpents donc, dans son pantalon. À votre avis, à qui ou à quoi faisait-il allusion dans cette déclaration?
Alors, bon, ok, et vous avez raison, ça a créé pas mal de polémiques d'ailleurs, hein, cette fameuse histoire de serpent, serpent dans la poche, serpent dans le pantalon, je ne me souviens pas exactement de Vous l'expression aimez qu'il a bien le serpent, utilisée. donc vous n'avez pas peur, hein. Vous aimez bien le serpent, honorable. Moi, j'aime bien les serpents, oui, effectivement. C'est pas ma photo de profil Facebook qui dira le contraire, mais bon, je veux dire, il y a eu des réactions au propos du président, d'autres étaient drôles, d'autres étaient beaucoup moins drôles. Chacun a voulu faire son petit commentaire et c'est normal. Je veux dire, c'est une personnalité publique, c'est en plus c'est un homme politique, donc tous ses dires, tous ses propos seront forcément scrutés. Ça, il faut s'y habituer. Et tout le monde est libre d'exploiter n'importe laquelle de ses déclarations selon le contexte qui lui plaît. Mais moi, en ce qui concerne en tout cas cette histoire de serpent, qui, qui d'un point de vue général faisait référence aux différentes alliances politiques que nous pourrions avoir ou que nous avons eues d'ailleurs ici et là, moi, pour ma part, en tout cas, j'ai toujours été très méfiante. Méfiante à l'égard des alliances. Lorsqu'elles sont mal ficelées, je suis la première à les dénoncer, hein. Rappelons-nous, par exemple, l'appel de Daoukro. Oui, d'accord. Donc, j'ai dit non, j'ai dénoncé l'appel de Daoukro. Ça m'a valu pas mal de déboires à l'époque, hein. Ma position a été fragilisée. Mais bon, pour moi, c'était important parce que cette alliance était mal ficelée. Maintenant, je reste quand même convaincue on ne peut pas évoluer seul. Je le disais tout à l'heure quand je parlais un peu de coopération interparlementaire ou de multilatéralisme, etc. Donc, en interne, sur le plan local, euh, le PDCI RDA doit forcément collaborer avec des mouvements ou avec des partis politiques ou même avec des acteurs de la société civile, etc. Et ces collaborations-là sont souhaitables, elles sont même attendues, mais bon, il faut qu'elles respectent une condition très, très importante, c'est qu'elles soient menées de façon circonspecte. Donc, D'accord. moi, lorsque j'ai entendu le président Tidjane Thiam parler de serpent, j'ai compris la prudence qu'il voulait observer, en fait. Bien sûr, je vois. Quelles sont réellement vos relations avec le président? À un moment donné, hein, on disait que voilà, ça n'allait pas trop fort, hein, mais c'est ce qu'on disait. Hein. Avec le président Tidjane Thiam, Oui, alors je l'ai entendu souvent à l'époque, paix à son âme, du président Henri Konan Bédié, ce qui était d'ailleurs pas vrai, parce qu'on avait des rapports plus que filiaux, enfin filiales, moi vis-à-vis de lui, bien évidemment, parce que c'était un doyen, et qu'on échangeait même par WhatsApp régulièrement. Mais bon, en même temps, je ne l'ai pas encore entendu concernant le président Tidjane Thiam, donc là, je suis un peu surprise par la question. Au contraire, je pense qu'on s'entend plutôt bien. Et donc, je n'ai pas entendu cela. Quelles sont vos sources, Jacques Roger? Pouvez-vous développer un tout petit peu plus, hein? terminé à répondre à la question, vous l'avez bien répondu. Merci beaucoup. C'était une provocation, bien sûr. D'accord. Ah, d'accord, d'accord. Bon, donc je prends ça comme une boutade. Ouais, une boutade, effectivement, voilà. Alors, parlons donc des élections de 2025 honorables. À l'approche donc de 2025, quels sont, selon vous, hein, les enjeux majeurs pour le PDCI-RDA et quelle doit être, si vous voulez, la stratégie pour assurer Mhm, une victoire pour mhm, l'élection présidentielle? mhm, mhm. Bon, alors, moi, je le disais d'ailleurs quand je parlais aux militants ici, d'Amérique du Nord à la diaspora, je leur disais, pour à tout prix, que ces élections présidentielles à venir ne ressemblent ni à 2000, ni à 2005, puisqu'en 2005, il n'y a pas eu d'élection, ni à 2010, ni à 2015, puisqu'en 2015, le PDCI n'a pas eu de candidat, ni à 2020. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est les propos que je leur ai tenus samedi dernier. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que les choses changent? Eh bien, pour que les choses changent, il faut qu'on agisse différemment. Il y a- C'est tout simple. On ne peut pas continuer de faire la même chose et s'attendre à un résultat différent. Et donc, les élections de 2025, euh, elles ont de multiples enjeux, en fait. Et au sein du PDCI-RDA, il y a d'abord un point qui est très important, c'est la restructuration du parti. Donc, il faut identifier des personnes ressources, il faut mettre ces personnes ressources-là à la manœuvre, il faut que ces personnes ressources, une fois identifiées et installées, fassent preuve d'enthousiasme, de manière à ce qu'au niveau de l'animation du parti, euh, on sente beaucoup plus de dynamisme. Et puis surtout, et ça c'est très important, pour moi qui depuis 13 ans suis une élue, je me rends compte qu'il y a un fossé entre le sommet et la base et qu'il faut vraiment, il urge même quasiment, de le combler. Tant qu'on ne va pas rapprocher le sommet de la base, on aura beaucoup de difficultés.
Et donc, bon, certaines des préoccupations là, dont je viens de parler, restructuration et rapprochement, et je pense que le président Thiam les a comprises, hein. Et donc, il a fait quelques ajustements déjà. Mhm. Mais, il faut poursuivre ses efforts, il faut poursuivre ses réformes. Voilà. Et Mhm. puis, il y a également le chantier de l'unité du parti. Au niveau de l'unité du parti, il faut vraiment tout mettre en œuvre pour que cette unité-là soit retrouvée et consolidée. Et puis, il faut que les, les forces vives du parti, c'est-à-dire les militants comme les sympathisants, que toute notre famille politique se rende compte qu'il y a un travail collectif. Le président seul ne pourra rien, Yasmina seul ne pourra rien, Jacques Roger seul ne pourra rien. Donc, euh, alors, choisissons par exemple, à partir d'aujourd'hui, une nouvelle démarche qui pourrait avoir, par exemple, pour leitmotiv au sein du PDCI-RDA, personne n'est mis à l'écart et personne ne reste à l'écart. Voilà ce que je pourrais proposer. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement vers la fin. Deux petites questions, honorable. Je sais que vous êtes aussi très occupé, hein. Vous avez déjà commencé à répondre déjà à cette question par rapport à, disons, on parle d'un quatrième mandat de M. Ouattara. Euh, Alors, Débat sur cette possibilité de la candidature de M. Ouattara à un quatrième mandat continue de faire couler beaucoup de salive et des inquiétudes, même d'ailleurs. Quelle est votre mhm. réaction face à cette perspective? Alors, Votre réaction? quelle est ma réaction? Quelle est ma Yeah, réaction face à cette perspective? yeah. Alors, quatrième mandat. Bon, moi, je l'ai, effectivement, hein, vous venez de le relever, Jacques Roger, je l'ai dit à vous, je le dis aussi régulièrement et je le répète. En fait, pour moi, il n'y a plus lieu de débat. C'est-à-dire, c'est un débat que je ne fais plus, le débat est clos à mon niveau. Mais tout simplement parce que qu'est-ce que débattre de ça aujourd'hui pourrait changer à la volonté du président de la République de se représenter ou pas? Ce seront des débats, en fait, qui seront inopérants, qui seront un peu stériles. Par contre, est-ce qu'il se représente ou pas? Ça dépend de lui. Mais est-ce que le mandat, le quatrième mandat, lui est accordé? Ça dépend des populations. Et moi, je reste convaincue que les populations ivoiriennes, dans leur grande majorité, porteront leur choix sur l'alternative crédible que le PDCI-RDA va leur proposer très bientôt. Parce que les populations veulent un changement. Elles aspirent à un changement de gouvernance. Et ce changement de gouvernance, le PDCI-RDA pourra le lui offrir. J'en suis convaincue, sinon je ne me serais pas engagée en politique et sinon je ne travaillerais pas régulièrement parce que le PDCI-RDA retourne au pouvoir, revienne au pouvoir. Mais il faut également, et là, disons-nous les vérités, il faut également que le cadre dans lequel ce changement-là va s'opérer soit bien évidemment un cadre qui soit structuré. C'est-à-dire il faut qu'il y ait des élections, il faut que ces élections-là soient tenues à la régulière, c'est-à-dire qu'elles soient organisées dans le respect des règles démocratiques. Il faut que ces élections soient ouvertes, il faut qu'elles soient transparentes, il faut qu'elles soient inclusives, il faut qu'elles soient apaisées. Et si on n'arrive pas à obtenir ce cadre-là démocratique qui pourrait nous permettre donc d'arriver au changement tant espéré, bon, malheureusement, nos efforts seront vains. Mhm, 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 mhm. Merci beaucoup, honorable. Une dernière question, ça c'est un peu aussi de la provocation, mais pas forcément de la provocation, c'est une vérité. Voilà, on veut une Non, mais vérité. j'ai déjà fini par acter que vous êtes le président du fan club, donc j'ai pas de souci. Je vous écoute, Jacques Roger. Ok, d'accord. Alors, parlons maintenant de votre suspension lors donc, des élections municipales à Cocody, où ceux qui nous suivent, Oui. j'ai apporté mon soutien et continue toujours d'apporter mon soutien à l'honorable Yacine Boumia. Voilà. Alors, je reviens donc à la question. Lors donc de ces dernières élections municipales, hein, vous avez été Mhm. suspendu après par votre parti. Avec du recul, avez-vous des regrets, hein, si, disons, si vous deviez refaire, est-ce que vous referez peut-être la même chose ou bien il y a certaines choses que vous allez certainement un peu écarter ou bien améliorer, j'allais dire. Est-ce que vous m'entendez? Alors, Moi, j'ai dit, je peux, vous hein. avez été, avez-vous certainement de regrets? Si oui, lesquels? Bon, en toute honnêteté, si j'ai vraiment un regret, c'est que malheureusement, les textes du PDCI-RDA n'ont pas été respectés. Parce que, effectivement, les textes encadrent la vie du parti et donc les textes encadrent également aussi la désignation des candidats aux différents scrutins.
Et donc, les textes sont clairs en la matière. On avait mis en place en 2023 des comités de sélection, on avait mis en place des comités de médiation, et ces différents comités n'ont pas pu obtenir de consensus. Il y avait jusqu'à 5 candidatures au niveau de Cocody, en interne au sein du PDC-RDA. Et lorsqu'on Voilà, nous vous entendons. Mais Jacques Roger, je vous assure qu'on doit avoir un problème au village. Est-ce que vous n'avez pas vexé des doyens, des vieux dans le village? Parce que c'est incroyable, c'est incroyable ce qui se passe. En C'est plus, pas vous grave. voyez, on a parlé de la vie du parti et l'une des questions qui concerne, on va dire, ma carrière à moi et puis ma relation avec les populations de Cocody, c'est à ce moment-là que nous perdons le réseau. C'est très Ah ben, louche cette histoire-là, c'est très bon, louche. Ou c'est alors je tellement... suspecte votre collaboratrice qui tout à l'heure n'a pas voulu me dire hi. Je la suspecte en fait de Non, brouiller les pistes. elle me dit que ce sont peut-être des sorciers à bourrer. C'est ce qu'elle me dit. Ah bon, d'accord, mais les amoureux ont que des sorciers bienfaisants. Parce que vous savez que les sorciers, en fait, il peut y en avoir de toutes sortes. Et donc, nous, on n'est que des sorciers bienfaisants. Non, alors donc, je disais, pour reprendre un peu plus sérieusement les choses, c'est que, et quand il n'y a pas de consensus, il faut procéder à des primaires. Et voilà, et à Cocody, il n'y a pas eu de primaire et le candidat a été choisi euh, par le fait du prince, si je peux me permettre cette expression, c'est-à-dire qu'il a été désigné uniquement par le président du parti. Et donc, d'ailleurs, c'est pas à Cocody uniquement, Mhm. c'est pas un cas isolé. Il y a eu pas mal de soucis au moment de la sélection des candidats au municipal, au régional et puis au sénatorial. Et donc, ça a engendré de nombreuses candidatures indépendantes pardon, dans plusieurs circonscriptions. Donc moi, si je dois retenir une chose, pas regretter une chose, mais si je dois retenir une chose, c'est que plus que jamais, il importe de s'en tenir scrupuleusement aux dispositions statutaires. Il faut respecter les règlements que nous nous sommes librement donnés et puis ça évitera pas mal de déboires, ça évitera une multitude de candidatures indépendantes, ça garantira plus de chances de victoire, ça permettra de renforcer l'unité, Mhm. etc. Merci beaucoup, honorable. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, hein. Généralement, je demande le mot de l'espoir, Bon. hein, pour nos invités. Quel est votre mot de l'espoir pour les milliers d'Africains qui nous suivent, des Ivoiriens, et particulièrement les militants du PDCI-RDA qui sont très nombreux en ligne? Alors, je vais d'abord m'adresser aux femmes. Vous pouvez le permettre quand même, parce que la plupart du temps, la politique est un monde d'hommes. Donc, les rares fois où il y a une femme politique, il est quand même important que je puisse tout spécialement m'adresser aux femmes. Ce que Je le femme dis veut. régulièrement. Il faut que les femmes osent. Vous voyez, là, j'ai parlé devant les parlementaires européens et puis devant les hauts représentants des Nations Unies de l'agenda femmes, paix et sécurité. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a des conflits, chaque fois qu'il y a des crises politico-militaires, les premières victimes sont les femmes, les enfants, mais les femmes et les couches les plus vulnérables. Et donc, il est très important que les femmes soient associées à tout ce qui est processus de paix, à tout ce qui est processus de négociation. Et il est très important que les femmes puissent de plus en plus avoir des positions dans les organes de décision. Mais où est-ce qu'on se trouve ces femmes? Où est-ce qu'on les trouve si elles osent? Alors, les beaux auditeurs masculins doivent comprendre. Ce sont des pères de filles, ce sont des époux de femmes, ce sont des frères de sœurs, ce sont des enfants d'une mère. Ils doivent comprendre également, et là c'est surtout pour les plus machos et les plus phallocrates euh, dont il est question, ils doivent comprendre qu'il est dans leur intérêt à eux également d'appuyer le combat des femmes. Plus les femmes oseront aller en politique, plus les femmes oseront s'impliquer dans la vie d'une nation. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, allez, oui. Allô? Allô? Ah, d'accord, j'ai cru qu'on était coupé. Non, non, Ah, du coup, maintenant, je suis apeurée. Chaque fois que je vous vois plus, je m'inquiète. bon, bon, Et donc, plus les femmes ça va. oseront, plus les choses vont être différentes pour le mieux. Et donc, je voudrais inviter les femmes, inviter les femmes. Une élection, ça se perd ou ça se gagne. Et d'ailleurs, pour agir politiquement, on n'a pas besoin forcément d'être un élu. Mhm. Mais les femmes ont un rôle prépondérant à jouer. Donc, si l'élection les inquiète, si la violence politique les inquiète, et d'ailleurs la violence, il y en a dans tous les milieux socio-professionnels, c'est pas seulement dans le monde politique, mais il faut qu'elles comprennent que c'est elles qui peuvent servir d'exemple, c'est elles qui peuvent tracer les sillons, et puis c'est elles qui peuvent d'ailleurs s'arranger pour qu'il y ait moins de violence. Donc, mon premier message d'espoir, j'ai commencé la politique
J'avais 32 ans. Enfin, en tout cas, j'ai été élue la première fois à 32 ans. Sinon, je militais déjà depuis plusieurs années. Donc, j'ai été élue à 32 ans. J'en ai 45 aujourd'hui. Je ne suis pas découragée et je ne me décourage pas parce que je suis habitée par un idéal, parce que j'ai la foi et puis parce que je crois vraiment que nous pouvons y arriver tous ensemble. Et donc, j'invite de plus en plus de femmes à oser, à rejoindre les rangs, à s'engager, à lever la main, à prendre la parole. Ça, c'était vraiment mon petit message, on va dire, un peu discriminant pour les hommes, mais néanmoins, ce que femme veut, Dieu veut. Et s'il y a de plus en plus de femmes, vous verrez un changement dans la Côte d'Ivoire, vous verrez un changement dans l'Afrique. Maintenant, pour tous vos auditeurs, et qui sont surtout des auditeurs de la diaspora, je voudrais, et c'est mon dernier mot, les inviter à s'impliquer. Nous avons en Afrique différentes diasporas. La diaspora malienne ne ressemble pas à la diaspora ivoirienne, qui ne ressemble pas forcément à la diaspora rwandaise. Mais n'oublions pas, même quand nous sommes loin, que nous avons une patrie, que nous avons des populations, que nous avons des concitoyens. Euh, Revenons de temps en temps, arrêtons la fuite des cerveaux aussi, venons développer notre pays. N'attendons pas qu'il y ait des conditions idéales, mais venons nous-mêmes créer des conditions idéales dans nos différents pays respectifs. Et puis travaillons avec tout ce qu'on aura pu apprendre à l'étranger, travaillons à améliorer les conditions de nos populations, de nos frères, de nos amis que nous avons laissés dans nos pays. Voilà. Merci beaucoup, Honorable. Ça a été vraiment un plaisir donc, de vous Un avoir. plaisir partagé. Comme on le dit, Honorable vulgairement, je suis fan de vous. C'est gentil. Eh ben, vraiment, ça me touche. Et merci pour ce soutien. Merci pour. Et alors, ce que j'aime bien avec vous, Jacques Roger, c'est que, en fait, c'est un soutien constructif parce que je lis régulièrement ce que vous écrivez. Et est-ce Merci. parce que vous êtes au pays de l'oncle Sam et que donc vous êtes beaucoup plus habitué à la liberté d'expression. Mais je veux dire, vous n'êtes pas dans la flagornerie. Vous n'êtes pas vraiment un turiféraire. Non. Vous écrivez en fonction de ce qui peut vous sembler juste. Et donc, très souvent, vos critiques sont très positives et elles permettent de s'améliorer. Et donc, j'en tiens compte. Merci beaucoup, Honorable. Et au revoir Je surtout. vous en prie. Au Bye bye. revoir à tous les auditeurs, au revoir aux spectateurs. Et puis, Afrique 2050, nous voilà. Merci beaucoup. Alors, pour les Au revoir. auditeurs, ceux qui nous suivent, on aura la possibilité donc, d'avoir l'honorable peut-être une autre fois. Et vous aurez la possibilité donc, de lui poser donc, des questions. Ça sera donc une autre fois. Portez-vous bien et au revoir. Bye bye.